Shabbat Shalom. C'est l'histoire de deux juifs qui lisent le journal. Et le premier dit à l'autre, l'Espagne a battu l'Argentine 2-1 dans un match hier soir. Et l'autre lui répond, ah bon, mais c'est bon ça pour les juifs ? Est-ce que c'est bon pour les juifs ? Je crois que cette phrase, idéalement, il faudrait la prononcer toujours avec un accent, avec l'accent de nos grands-parents. Vous voyez, par exemple, dans ma famille, on prononçait toujours cette phrase avec l'accent yiddish. En fait, on introduisait une petite variante, on disait « Est-ce que c'est bon pour les yid ?» Évidemment, quand mes grands-parents ou mes parents énonçaient ces mots, ils parlaient toujours de politique ou d'élection. Ils demandaient quel pourrait bien être l'impact de tel moment politique, tel ou tel moment politique pour nous les Juifs. Et moi, quand j'étais enfant, je trouvais ça grotesque, absurde et même, à vrai dire, assez énervant. Comme si toute la question de la politique d'une nation se résumait ou se mesurait à l'avenir des Juifs, à leur bien-être ou à leur malheur. Bien entendu, je n'avais pas la maturité alors de comprendre le sens profond de cette interrogation, d'entendre ce qu'elle demande vraiment. Et je ne percevais pas entre ces mots le poids de l'histoire, de l'expérience et aussi la trace de traumatisme, la conscience que si souvent par le passé, les Juifs se sont retrouvés étrangement au point d'équilibre ou de déséquilibre, de bascule politique, instrumentalisés malgré eux, manipulés comme des pions d'enjeux électoraux, et tant de fois a résonné dans l'histoire la promesse de les protéger ou de se protéger d'eux, de les aider ou de les abandonner, promettre ou trahir. Et voilà que bizarrement, j'ai le sentiment que nous sommes précisément de retour à ce temps de l'histoire. Et j'entends ces dernières semaines la voix de mes grands-parents résonner encore et encore dans ma tête. De façon absurde et déroutante, tant de débats français tournent aujourd'hui autour de nous, de la place des Juifs, de leur sécurité ou de leur profonde insécurité, de la promesse des uns et des autres que jure et cracher, on n'est pas du tout antisémite, ou alors jure et cracher, on n'est plus du tout antisémite. Et au milieu de tout ça, 1000% d'augmentation des agressions contre les Juifs en France. Et la détresse de tant d'entre nous et notre appréhension qui nous pousse à envisager tout un tas d'options déroutantes et parfois, il faut bien l'admettre, à dire quelques conneries. Et nous voilà si souvent pris à partie. Et combien de fois, depuis 2 semaines, ai-je entendu, mais c'est peut-être votre cas aussi, la même phrase, j'ai reçu le même message, pour qui allez-vous voter ? Et je ne comprends jamais si ce « vous » s'adresse à moi personnellement avec un vouvoiement d'usage, ou bien si mon interlocuteur me demande en fait quel est le vote juif, comme si une telle chose existait. Comme si les Juifs votaient comme un seul homme ou une seule femme, comme si leur vote différait par nature du reste de la nation, comme si le peuple qu'on dit élu était en quelque sorte un super électeur qui aurait une capacité à déterminer ou à surinfluencer le résultat des élections. Et j'ai reçu, véridique, cette semaine, pas mal de messages de gens m'annonçant avec bienveillance que si tel ou tel parti l'emportait aux élections, eh ben, ce serait de notre faute, à nous, les Juifs, avec notre 0,6% de la population. Vous m'avez bien entendu, notre micro-vote va être forcément responsable de l'avenir d'une catastrophe. Nous aurions cette capacité à faire basculer l'histoire dans un sens ou dans un autre, mais qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à cela ? Parce que c'est très connu. Nous manipulons le monde, la politique, la banque, la finance et le show business. Et voilà, à quelques jours d'un scrutin législatif que tant d'entre nous appréhendent, nous nous retrouvons placés dans un étau où nous écrasent, bien sûr, des propositions politiques qui giflent au choix nos héritages familiaux ou républicains, tandis que s'éveillent en nous tant de douleurs juives et françaises et juives. Et je n'avais pas du tout envie de vous en parler ce soir, évidemment, je vous jure, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, Shabbat est un temps qui doit permettre de nous ressourcer, de prendre de la hauteur, de trouver en nous un souffle d'espoir. Pourtant, je sens que je n'ai pas vraiment le choix.
et je vous demande pardon. Laissez-moi donc vous en parler sans vous en parler. Laissez-moi puiser dans le puissant trésor de notre tradition et dans la sagesse de nos anciens, encore et toujours eux. Laissez-moi évoquer un adage de Hillel, vous savez, ce célèbre sage du Talmud qui, dans les débats dans le Talmud entre les rabbins, c'est toujours lui qui finit par l'emporter. Vous connaissez peut-être la raison de son succès. On raconte que deux grands sages, Hillel et Shammai, se disputent toujours, ils se chamaillent sur chaque sujet ou presque, mais qu'en réalité, on raconte que les deux ont raison, chacun de leur avis peut se justifier. Pourtant, Hillel l'emporte toujours, et le Talmud se demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il gagne le débat alors que Shammai n'a pas tort? Réponse du Talmud, à la différence de Shammai, Hillel était toujours capable de citer les arguments de ses opposants avant les siens, et ensuite de défendre son point de vue. En fait, la position d'Hillel l'emporte, pas parce qu'elle est la plus valide, mais parce qu'il sait vraiment écouter l'autre, et il se met un instant à sa place pour ensuite exprimer un point de vue différent. Se mettre un instant à la place de l'autre, est-ce que ce n'est pas précisément ce que notre société ne parvient plus à faire aujourd'hui? C'est comme si chacun n'écoutait que le fondement de son point de vue et niait l'expérience de celui qui lui fait face. Mais laissez-moi revenir maintenant à Hillel le sage. La tradition lui prête un adage, une sorte de triptyque mystérieux, qui est sans doute la plus célèbre phrase qu'il ait jamais prononcée. Cette phrase, moi je la connais depuis toujours, je crois, je l'ai répétée 1000 fois, mais pourtant cette semaine, je me suis dit qu'en réalité, cette phrase, je ne l'avais jamais vraiment comprise. Je l'entends soudain, comme pour la première fois, comme si ce message résonnait de façon inédite. Voici le triptyque d'Hillel. Imen anili, mili, imani le'atzmi, ma'ani, ve'im lo arshav, ematai. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Si je ne suis que pour moi, que suis-je? Et si ce n'est pas maintenant, alors quand? Alors avouez qu'il est mystérieux ce triptyque, on dirait un peu une énigme du Sphinx. Mais ce soir, à quelques jours des élections qui pourraient changer notre vie, je voudrais vous inviter à l'entendre vraiment, à le décrypter avec moi. Hillel pose 3 questions, l'une après l'autre, mais il ne répond à aucune question, comme s'il était un peu comme nous, plongé dans une situation de doute, dans un étau presque indécidable, qui a beaucoup à voir avec notre désespoir. Il n'a pas une réponse, mais il va formuler 3 questions pertinentes. Je voudrais commencer par la 3e. Imlo arshav et matai. Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Hillel nous dit qu'il y a une urgence. Il nous appelle à une urgence politique. Il nous dit qu'on n'a jamais le luxe de repousser à plus tard nos décisions et qu'à chaque génération, on est sommé, que ça nous plaise ou pas, de percevoir la nécessité d'une action politique, de penser notre place dans la société, de percevoir combien notre projection d'avenir relève d'une urgence absolue. Et le dilemme, la tension que présentent les 2 premières questions d'Hillel est la suivante. Im ein ani li, mili. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Et les Juifs le savent bien, malheureusement, ils le savent trop bien. Ils ont le devoir de se soucier de leur avenir, de leur protection, parce que l'histoire leur a démontré, encore et encore, que les nations n'avaient pas le pouvoir ou la capacité, ou parfois la volonté, de leur venir en aide. En tant de périodes de notre histoire, personne n'est venu à notre secours, malgré les promesses, les mots et parfois les meilleures intentions. La solitude des Juifs a souvent été leur condition première. Ça a été vrai dans l'histoire des générations passées, évidemment au temps de nos grands-parents. Mes chers amis, cela le fait aussi pour notre génération, et même en France ces dernières années. Qui a pu, malgré les mots forts de la République, assurer pleinement notre sécurité ces dernières années? Combien de personnes ont marché à nos côtés après la mort d'Ilan Halimi, où on était si peu nombreux dans les rues à hurler notre détresse? Combien de Français ont envahi les rues après l'assassinat des enfants de Toulouse en 2012? Qui a marché ou n'a pas marché à nos côtés en novembre dernier? Combien, aujourd'hui, minimisent encore l'antisémitisme, nourris par des discours qui se disent purement antisionistes, pas du tout antisémites,
mais qui ne condamne pas franchement un massacre de juifs ou qui tolère des haines stratégiques, clientélistes ou purement contextuelles? Mili, si nous ne sommes pas soucieux de nous, personne ne le sera. Les Juifs ont malheureusement appris en tant de moments de leur histoire qu'ils devaient protéger leurs enfants. Et qui pourrait aujourd'hui décemment balayer d'un revers de main cette appréhension juive ancestrale qui s'est à nouveau réveillée? Mais Hillel poursuit avec angoisse et détermination. Imani le'atzmi, ma'ane. Si je ne suis que pour moi-même, que suis-je? Et la voix d'Hillel, c'est la voix qu'ont empruntée tant et tant de juifs avant nous. C'est la voix qui dit, c'est parce que tu as été et que tu es une minorité vulnérable dans l'histoire, parce que tu connais le statut de l'étranger et que tu te souviens que tu fus toi-même cet étranger, et bien pour cette raison, tu te soucieras toujours de l'autre, de la minorité, du vulnérable, de l'étranger, et son destin sera à tout jamais lié au tien. Et si tu oublies de défendre ses droits et de penser à son avenir et de percevoir la menace qui pèse sur lui comme un parfait écho à la tienne, alors, Me'ani, qui es-tu? Est-ce que tu es sûr de ne pas précisément trahir ton identité profonde et ta pleine fidélité à l'histoire juive? Méfie-toi toujours de ceux qui, politiquement, te promettent une protection qui se ferait aux dépens d'une autre minorité ou d'une autre vulnérabilité, parce que nos destins sont liés les uns aux autres dans la République. Vous percevez sans doute à quel point l'adage d'Hillel, qui a été écrit il y a près de 2000 ans, semble avoir été rédigé pour aujourd'hui. Il nous rappelle que l'urgence politique est précisément la tension qui existe entre ces phrases, se soucier de nous et simultanément se soucier d'un autre dont l'avenir doit être notre souci parce qu'il déterminera aussi le nôtre. Et vous le voyez, nous sommes au moment du choix imlo arshav et matai, de l'urgence absolue, où ce qui doit nous guider est à la fois extrêmement simple et formidablement complexe. Aucune voix juive, si une telle chose existe, ne doit aller à la haine antisémite ou à la haine raciste, à la haine antisioniste qui nie le droit des Juifs à l'autodétermination, ou à la haine qui menace l'étranger dont plus que personne nous connaissons le cœur, disent les mots de la Torah. Le racisme et l'antisémitisme sont la ruine absolue des fondements de notre pays. La République repose précisément sur ces combats, et cela ne devrait pas être aux Juifs de le rappeler, mais à quiconque a un minimum de mémoire de l'histoire. Alors, chers amis, je ne sais pas ce qui est aujourd'hui en France bon pour les Juifs. Mais ce que je sais, c'est que ce qui est mauvais pour les Juifs est toujours une catastrophe pour la France elle-même, parce que notre destin, malgré nous, traduit toujours l'état d'une société. Et l'histoire l'a démontré en tant de circonstances, notre douleur et notre peur sont aujourd'hui celles de la République. Ce Shabbat résonne la voix de nos grands-parents, de nos familles amoureuses de ce pays, de la France, ou pour certains venus chercher dans ce pays un réconfort et un asile, venus répondre à l'appel de la promesse des Lumières. Et vous admettrez que ça fait un sacré boucan dans nos têtes. Alors puissions-nous, malgré tout, trouver ce Shabbat un peu d'apaisement et de repos avant de mener ensemble, tous ensemble, des combats sacrés pour notre avenir. Shabbat Shalom.